Oui. Alors, je dirige l'équipe études au sein du département Media Research Image du groupe LVMH. D'accord. Et donc notre rôle au sein de l'organisation, c'est d'apporter du soutien aux maisons sur un certain nombre de sujets relatifs à la communication, à l'image de marque. D'accord. Et sans rentrer trop dans le détail, ça signifie qu'on s'intéresse à des questions déjà d'ordre concurrentiel, d'analyse concurrentielle. On essaie de voir comment on se positionne par rapport à nos concurrents, autant d'un point de vue perception de marque qu'en matière de pression publicitaire, par exemple, de retombées rédactionnelles en ce qui concerne le PR. Okay. Et on s'intéresse également à la compréhension de l'efficacité de nos actions de communication avec des études de type mesure d'efficacité, type marketing mix modeling, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces approches-là, que nous mettons en place. Dans le cadre de nos fonctions, on est aussi amené à exploiter des données issues du social listening. D'accord. Où on écoute des émetteurs qui s'expriment à l'égard des marques de luxe. Certains sont des professionnels, les fameux influenceurs. D'autres sont plutôt des consommateurs. Okay. On appelle ça user generated content, en tout cas. On ne sait pas forcément s'ils sont consommateurs, mais en tout cas, ils ont un discours qui est moins professionnalisé. Et dans ce cadre-là, puisqu'on va parler d'émotion, on essaie d'identifier, à travers des outils qu'on exploite, de façon assez basique pour le moment, pour être honnête, le sentiment exprimé lorsque les personnes parlent de nos marques et de nos concurrents. D'accord. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on se rapproche de l'ordre émotionnel dans les propos qu'ils peuvent avoir. Voilà. Donc en deux mots, voilà globalement ce qu'on fait. Okay. Et à partir de là, parce que on a vu le mail de Gauthier, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'échanger avec vous. Et encore une fois, comme je vous le disais, soit au sein de notre propre département, soit vous mettre en contact avec d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. A priori, ça je ne le sais pas encore, j'en saurai plus lorsque vous aurez un petit peu établi ce que vous faites. Oui, d'accord. Merci beaucoup en tout cas, encore une fois, de prendre le temps. Oui, j'ai pris contact avec Gauthier en fait. Je suis étudiante à HEC et au Mines Paris Tech. Gauthier a pu faire la même chose que moi précédemment. Et donc là, je suis en plein dans ma thèse. Et à la base, je viens de l'univers de la communication du digital. Donc j'ai pu travailler chez différents annonceurs, L'Oréal, GDF en différents contextes, Europe Assistance, etc. Et ce qui m'intéressait, en fait, ce qui m'intéresse depuis quelques temps, du coup, le master exécutif est autour de la transformation digitale. Et moi, la partie justement data et émotion, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'humain, à l'expérience client, à la connaissance client. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de thèse. Parce que c'est vrai que l'émotion, c'est quelque chose qui est nouveau et pas tant que ça en fait. C'est surtout l'application dans le digital où on commence à de plus en plus en parler. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir, clairement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce que c'est fiable ? Comment peut-on la mesurer ? Qu'est-ce que l'émotion aussi ? Donc dans ce cadre-là, moi ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer différents interlocuteurs, donc différents experts, aussi bien des chercheurs en neurosciences, des psychologues, des annonceurs, des agences, aussi d'un point de vue réglementaire, voir ce qu'il est possible de faire, et aussi des prestataires de solutions, des agences spécialisées comme DataCalab, ou voilà, qui sont vraiment, qui ont développé leurs propres algorithmes, on va dire, pour essayer d'identifier ce qu'est l'émotion. Et moi, ce qui m'intéresse aussi plus particulièrement là-dedans, c'est de voir comment on peut éventuellement améliorer la chaîne de valeur marketing grâce à cette utilisation de la data émotionnelle et comment on peut essayer d'en faire une proposition, je vais essayer en tout cas dans ma thèse d'aborder et de proposer une expérience client omnicanal, type Customer Journey, pour pouvoir en fait justement faire une espèce d'état de l'art sur tout ce qu'il est possible par rapport à l'émotion, parce que c'est vrai que voilà, ça peut partir, c'est assez vaste comme sujet. Donc j'ai pu me rendre compte que voilà, on aborde beaucoup l'émotion, mais clairement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment ça peut être utile justement pour des problématiques annonceurs, concrètement peut-être pour améliorer le ROI, pour améliorer aussi du coup l'expérience émotionnelle et voilà. Donc
en gros, voir un peu les enjeux et les limites aussi, par exemple en termes de RGPD ou des nouvelles réglementations qui sont mises en place, et d'un point de vue éthique aussi. Donc vraiment, voilà, d'un point de vue à 360 degrés, voir un peu comment on peut essayer de mesurer cette expérience émotionnelle. Et donc pour ça, je rencontre des personnes et je fais des entretiens semi-directifs. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'avis, je n'interviens pas. Le but, c'est de faire parler, de voir après, donc je guide quand même entretien avec des questions assez généralistes. Et après, voilà, je compare tout ça et avec ma thèse, j'essaye d'avancer sur ce thème qui est assez large, mais qui est assez intéressant et en effet, qui est un sujet assez innovant quand même. Voilà, en quelques mots. Très bien, très bien, c'est clair. Ok. Alors je précise juste, vous l'aurez certainement compris suite à la petite introduction que j'ai faite, c'est qu'on se pose ces questions autour de l'émotion, beaucoup dans la relation entre le consommateur et la marque, à notre niveau, essentiellement via la communication. On n'est pas à la maison nous-mêmes, on ne travaille pas dans le retail, on n'est pas en contact avec le client. Donc sur cet aspect-là, assez en amont en fait du parcours consommateur, on se pose beaucoup de questions. On est beaucoup moins sur la fin du parcours, où là il y a probablement des gens au sein de la maison qui ont une expertise en la matière. Et même Gauthier d'ailleurs, il travaille sur un certain nombre de sujets. Le Retail Lab dont il vous a parlé, où je crois qu'il se pose ces questions-là aussi, de savoir comment mettre les consommateurs dans une disposition telle qu'on favorise les émotions positives et par conséquent favorise l'expérience. Mais voilà, c'est pas notre champ d'expertise. Oui, c'est plutôt axé sur la réputation et la com et la communication publicitaire. Là, vous parliez de Data Lab, vous parliez d'experts en neurosciences. On applique des techniques de neurosciences dans la compréhension de l'impact d'une campagne publicitaire sur nos consommateurs, par exemple. On fait des tests de type neurosciences utilisant les approches EEG avec Nielsen, qui est un prestataire en la matière. On fait du pré-test publicitaire. Et grâce à des capteurs, quand on va brancher sur la tête des répondants, on va tenter d'identifier dans quelle mesure. Alors d'une part, on va toucher à la mémorisation des messages. Il y a trois indicateurs qu'on arrive à capter à travers la technique du EEG: la mémorisation, l'attention et l'émotion, justement. Mais l'émotion, on va dire l'intensité de l'émotion, sans avoir la capacité de capter si celle-ci est positive ou négative. Mais en couplant ce type d'enseignement de façon passive, entre guillemets, pour le répondant, à des questionnements plus classiques d'études, là on va effectivement, basé sur le déclaratif, on va pouvoir appréhender si l'émotion était positive ou négative. Et donc ça fait partie intégrante de nos préoccupations, de faire en sorte que nos messages publicitaires génèrent de l'émotion, sachant que l'émotion va être un point d'ancrage important sur la capacité qu'aura le message à rester dans l'esprit du consommateur. Pour s'en parler de l'aspect positif qui sera associé, mais ça va favoriser la mémorisation du message. Donc voilà, c'est sur ces aspects qu'on est impliqué et sur lesquels on essaie d'apporter des éclairages aux maisons, non seulement sur le message lui-même, le contenu de ce qu'on met en avant, mais aussi, vous parlez digital, mais aussi via le véhicule de ce message-là. Donc essayer d'appréhender dans quelle mesure le média lui-même va favoriser une émotion plutôt qu'une autre, d'une part, donc en matière de degré d'émotion, et surtout un média par rapport à un autre. Donc voilà, historiquement, l'univers du luxe est très associé à de la communication via des médias classiques tels que le print. Ça reste un média extrêmement important. D'un point de vue déclaratif de nos clients, ce sont des choses qu'on entend via des études type focus group, pour faire simple, où la relation avec le papier, l'aspect presque charnel de la chose, contribue probablement aux émotions d'ailleurs, mais à la façon dont les marques sont perçues
lorsqu'elle communique sur ce type de support, qu'on a peut-être plus de mal à appréhender sur les médias digitaux, moins palpables. Mais en même temps, l'usage des médias fait que de plus en plus nos cibles, comme la majorité de la population d'ailleurs, s'orientent vers une consommation de ces médias-là, et il y a une baisse d'exploitation, d'utilisation des médias classiques, notamment comme le print. Donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on peut véhiculer autant d'émotions via ces nouveaux médias. Donc ce sont des vrais questionnements pour nous, sur lesquels on investigue également, en parlant à des neuroscientifiques aussi d'ailleurs. D'accord. Et on n'a pas encore toutes les réponses, mais on y travaille. Ok, super intéressant. Vous avez dit que vous travaillez avec Nielsen, hein, c'est ça, sur ces problématiques Sur la création publicitaire, pour identifier effectivement le degré d'émotion, l'attention et la mémorisation tel que je le décrivais, c'est Nielsen qui fait ça. D'accord. Et ça, vous le faites, donc vous parliez de print, mais ça, vous le faites également sur des spots publicitaires. Alors, plutôt d'ailleurs, je parlais de print, mais typiquement une étude type Nielsen, ça va être plutôt sur du format vidéo. Oui, du format vidéo, alors que le déclaratif sera plutôt sur du format papier, c'est ça? Sur les deux. D'accord, vous comparez les deux après. Ouais. D'accord. Voilà. Donc quand on fait un projet d'étude type neuroscientifique avec Nielsen, déjà ça va être essentiellement sur un format vidéo. Donc c'est les fameux capteurs dont vous parlez, je suis sûr que vous avez vu ça. Hein, oui. Et ce que j'expliquais, c'est qu'au-delà de cette approche très passive, on va aussi questionner la personne qui a été exposée au stimulus présenté, à savoir la campagne, pour essayer d'identifier les types d'émotions qu'ils ont ressenties, au-delà de l'intensité, pour le coup qu'on arrive à capter de façon naturelle. Voilà. Oui, et après voir la granularité, si c'est positif ou négatif, c'est ça, c'est bien ce que vous disiez. Oui, c'est ça. D'accord. Et puis le degré d'intensité qui va être capté seconde par seconde. Ouais. Après, dans des optiques d'optimisation de copie. Bien sûr. Ou de montage. Si on a un film de 60 secondes, au départ, qu'il va falloir transformer en film de 30 secondes, voire de 10 secondes pour justement les médias digitaux, aller exploiter les passages les plus forts, soit en mémorisation, soit en émotion, justement. C'est pour ça qu'on exploite ce type d'approche. Et justement, après, pouvoir l'adapter au format le plus percutant, en fonction du type d'émotion ressentie. Et en fonction du device. Lorsqu'on est sur un mobile, on va rarement mettre du 30 secondes. On va être sur des formats beaucoup plus courts. Donc, comment optimiser un 60 secondes en un 10 secondes, ce type d'étude nous permet ce sont des outils d'aide à la décision quelque part. Donc ça, vous travaillez, c'est-à-dire que vous produisez déjà le spot et vous l'analysez ensuite. Voilà, c'est toujours post-production. C'est post-prod, c'est post-prod. Sachant qu'après, en fonction des enseignements, on peut retravailler la production. Parce qu'on ne va pas retourner le le spot, pardon. Sachant qu'on travaille sur un produit, entre guillemets, une créa théoriquement fini. D'accord. Mais alors, à minima dans le montage, on peut remonter les choses pour faire en sorte que des zones de flou aux yeux du consommateur soient effacées. Parfois il y a des passages trop rapides qui génèrent un degré d'attention trop important, parce que l'attention n'est pas forcément positive. Si dans la façon dont c'est capté l'attention est trop forte, et qu'elle n'est pas couplée de surcroît d'ailleurs à un niveau d'émotion important, ça va signifier que la personne qui est exposée au stimulus quelque part est en difficulté dans la compréhension du message. Donc, typiquement, sur un spot de 60 secondes, il y a des zones comme ça assez difficilement palpables par la personne exposée au stimulus. Et ensuite, dans la post-prod, on va pouvoir remonter, soit en ralentissant certaines scènes, parce que ça va trop vite et on n'arrive pas à suivre, en sachant que c'est couplé avec de l'eye tracking par exemple. Donc on peut voir aussi où est le
le regard de la personne exposée. D'accord. Donc on peut se dire, voilà, il y a un flot d'images beaucoup trop important. Ouais. Il faut en supprimer certaines pour pouvoir permettre à la personne exposée de l'assimiler plus facilement. Donc sans avoir retourné la campagne, on peut pour le coup améliorer sensiblement une copie après ce type de test. Oui, donc généralement, voilà, vous retravaillez. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, de complètement tout revoir ? Ou voilà, comme vous disiez, c'est plutôt des passages, certains petits passages qui vont être retravaillés, parce que j'imagine qu'il y a quand même aussi un coût financier là-dessus. Après, si on est vraiment dans l'univers du pré-test publicitaire, ouais. Chose que j'ai faite pendant de nombreuses années avant même de rejoindre le groupe, ouais. Il y a plusieurs types d'études en fonction du degré d'avancement de la copie. D'accord. On ne va pas faire un test type neuro si on est sur un animatique. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des formats très brouillons qui n'ont pas été tournés. C'est des storyboards avancés, on va dire, des espèces de petits dessins animés qu'on peut tester aussi. Donc, sous format d'études, on va interroger des répondants qui qualifient par rapport au projet étude, enfin à l'étude, je vais y arriver. À la consommation du produit en question. Donc, nous assurer qu'on parle à la bonne cible. Et là, on va leur demander de se projeter un petit peu via l'animatique qu'ils vont voir. Et on va leur demander, leur poser une série de questions pour savoir dans quelle mesure, a priori, l'idée créative est bien comprise, bien perçue, si elle est percutante. Et donc là, on peut tout remettre à plat si c'est nécessaire et repartir sur une nouvelle idée créative. Lorsqu'on est sur un test pour le coup qui va aussi mesurer les émotions, c'est qu'on a déjà bien avancé, on a déjà fait des focus group, on a déjà fait des choses qui sont moins onéreuses, et surtout onéreuse dans la création de la copie. Oui, bien sûr. Une fois que ça a été shooté par un grand artiste, ce qui est souvent le cas dans notre univers, un grand réalisateur, on ne va pas lui dire non mais ça va pas, on va refaire parce que les résultats sont pas bons. En revanche, on peut faire de la post-prod, encore une fois, qui peut vraiment optimiser la créa. Ok. Et est-ce que justement, vous parlez de focus group, vous parliez aussi d'aller pousser l'analyse sur l'émotion. Comment vous choisissez finalement le spot où vous allez investir plus de recherche en fait pour être finalement un peu plus sûr de l'impact que ça peut provoquer chez le client? Quels sont les critères? C'est des enjeux par rapport à un produit? C'est des enjeux par rapport je sais pas. Quel spot on va tester? Oui, est-ce que c'est une démarche que vous faites systématiquement pour... Ça dépend des maisons en fait. Oui, ça vient à la base d'une demande où il y a des enjeux assez forts et du coup ils n'ont vraiment pas envie de se louper. D'accord. Et du coup il y a plus d'investissement. Ouais. Alors, non seulement c'est sur une problématique business importante, comme vous dites, on n'a pas envie de rater le lancement. Et puis il y a l'autre aspect qui est essentiel dans notre univers, un minimum au même titre que d'autres, mais pour nous c'est quand même clé, c'est la perception et dans quelle mesure ça rejaillit positivement ou pas sur la marque. Une nouvelle créa avec une nouvelle égérie par exemple dans un univers, il faut qu'on s'assure que ça matche avec la perception qu'on a de la marque et dans ce cas-là c'est utile de faire une étude. Mais ce n'est pas systématique, franchement c'est pas systématique. D'accord. Ok. Et du coup, vous me parliez de votre partenariat avec Nielsen et du fait aussi de combiner ça avec l'eye tracking. Vous parliez aussi au début d'analyse des signaux faibles. En gros, quels sont l'ensemble des moyens que vous utilisez autour de l'émotion, justement pour essayer de comprendre un petit peu mieux le client ou ce qu'il peut penser. Alors, sur l'émotion, justement, c'est un vrai sujet, et je vais être honnête avec vous, je ne savais pas comment allait se dérouler l'entretien, je pensais que vous alliez aussi apporter un regard peut-être sur votre propre, par rapport à votre parcours et votre sujet d'études. Il y a justement, je pense, assez peu qui est effectué aujourd'hui dans l'univers du social listening. Il y a des offres censées appréhender les émotions primaires en fonction de cette écoute et en fonction des champs lexicaux utilisés lorsque on parle des marques. On va pouvoir identifier
de la fierté, de la colère, et ainsi de suite. On a vu quelques pilotes, on n'a jamais été franchement très emballé, parce que ça ne s'avérait pas être extrêmement efficace. Et je pense qu'en plus on est encore sincèrement assez loin d'être en capacité de vraiment percevoir les émotions à travers un post. Surtout de savoir si l'émotion en question, à supposer qu'on puisse la capter, soit clairement associée à la marque qui aura été potentiellement citée dans le même post. On peut très bien ressentir une émotion et l'exprimer via un tweet ou via un post sur Instagram, dans lequel 1, 2, 3, 4 marques auront été citées. Est-ce que la marque sera, ou les marques auront été systématiquement associées à l'émotion en question? Gros point d'interrogation. Donc il y a beaucoup de enfin de questionnements en fait, aussi, qui font que, sincèrement, pour l'instant, j'ai rien vu de bluffant sur le sujet. C'est pour ça que je suis parti directement sur quelque chose qu'on maîtrise vraiment, en tout cas qu'on essaie de maîtriser, c'est sur un stimulus présenté, voir dans quelle mesure ça suscite des émotions. Ça, je pense qu'on peut mesurer à peu près bien. Maintenant, aller écouter des personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux et être en capacité d'identifier leurs émotions, c'est déjà un premier sujet. Comme je vous dis, en plus, savoir qu'elles sont associées à nos maisons, ça c'est un autre sujet. Et sincèrement, je pense qu'on n'est pas encore là. Maintenant, je suis très heureux d'entendre votre point de vue si vous en avez un, si c'est un sujet sur lequel vous êtes penché. Mais pour l'instant, je n'ai rien vu. Oui. Non, alors, je fais un petit aparté rapide. C'est plutôt mon expérience où j'ai pu travailler beaucoup sur les réputations de marque, etc. Et en effet, où j'ai pu travailler avec des prestataires comme l'Influence, par exemple. Qui est notre prestataire. Oui. Et en effet, c'est compliqué de réellement avoir un lien direct, comme vous le disiez, entre d'avoir une analyse fine et pertinente par rapport à ce que le consommateur va dire, et surtout quand vous avez un panel, une gamme de marques assez variées, ça complexifie d'autant plus ça. Maintenant, il y a de plus en plus, ils progressent, c'est-à-dire ils essayent vraiment d'être de plus en plus pertinents par rapport à ça. Il y a bientôt des solutions aussi qui vont arriver où ils essayent de coupler différents algorithmes, où ils vont analyser du texte, mais après ils vont aussi pouvoir analyser en même temps, par exemple d'un point de vue facial coding. Donc voilà, c'est plutôt e-mix en fait. Et là on arrive à des analyses un petit peu plus pertinentes sur quelle est l'émotion vraiment qu'on va traduire maintenant que sur du texte. C'est vrai que c'est encore compliqué, ne serait-ce que de déterminer quand le ton est ironique. Voilà, mais ça va, en tout cas par exemple Watson, je les interviewe là dans quelques jours, sont aussi bien dans ce sujet sur tout ce qui va être au niveau du cognitif. Donc voilà. Mais en tout cas, par rapport à moi, ma thèse, mes recherches, vous aurez accès à ma thèse, à mon retour. Là, c'est vrai que je suis en plein dedans. Donc voilà, là pour le moment, je récolte vraiment, d'un point de vue déclaratif, l'ensemble des regards et je suis en plein dedans. Donc voilà, dans tous les cas, vous aurez accès. Et après, bien sûr, si vous avez des questions, je serai bien évidemment disponible pour répondre à tout ça. Voilà. J'ai une autre question. Du coup, vous, quels sont vos grands challenges en termes par rapport au groupe, en termes de connaissances par rapport à toutes ces marques-là, par rapport à les challenges et que vous pouvez ressentir justement par rapport à la connaissance client? Quels sont actuellement vos besoins pour connaître le client et d'un point de vue aussi émotion? Alors, je ne peux pas parler au nom du groupe. Oui. En tout cas, en tant que en tant que directeur études client. Alors là, c'est pas sincèrement tant sur le client finalement qu'on se penche, encore une fois dans notre département, mais sur le consommateur en général. Donc, ça sera nos clients ou nos prospects, ceux qui ne le sont pas encore, mais susceptibles de l'être à un moment donné. Ça va être de maîtriser au maximum, de comprendre, sans le maîtriser, mais un minimum de comprendre ce fameux parcours consommateur et
et la part justement d'émotionnel qui va rentrer en compte dans une décision finale d'un consommateur d'aller acheter une marque plutôt qu'une autre, un produit plutôt qu'un autre. Et donc au-delà des variables très rationnelles, la qualité de service, et encore que ça va jouer sur le client et sur la perception et donc sur l'émotion, mais dans un parcours consommateur, ce qu'on a vraiment du mal à capter, c'est cette désirabilité à l'égard de la marque, et dans quelle mesure cette désirabilité, alors déjà d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'on éprouve une telle désirabilité, et le poids qu'elle pèse dans la décision finale, soit de rester fidèle à la marque, soit de devenir client de la marque alors qu'on ne l'était pas. Ça, c'est un sujet majeur pour moi. Et donc, en plus, relier ça aux médias, parce qu'on travaille beaucoup avec la com, c'est de comprendre dans quelle mesure les touchpoints jouent un rôle dans la perception de la marque. Et c'est d'autant plus vrai dans l'ère dans laquelle nous sommes, où il y a une fragmentation de ces touchpoints, justement. Ça prend très longtemps, vous travaillez chez L'Oréal, très longtemps on savait exactement ce qu'on faisait. Si on était dans les parfums cosmétiques, on savait qu'on faisait d'abord de la télé, on faisait un peu de presse. En gros, on avait fait le job, jusqu'à ce que le digital arrive et on commençait à basculer un peu sur le digital. Et aujourd'hui, le champ des possibles est énorme, parce que la télé reste un média important. Le digital, d'ailleurs c'est pas un média, mais c'est une multitude de touchpoints entre les réseaux sociaux, le display, j'en passe. Et au-delà des problématiques de reach, sur lesquelles on a beaucoup de réponses aujourd'hui, avoir ciblé un consommateur, on sait le faire. La question c'est est-ce que c'est fait de façon utile, est-ce qu'on construit quelque chose, et ça c'est un vrai sujet, quoi. Parfois less is more, peut-être qu'il faut contacter les joueurs. Il faut atteindre moins d'individus, mais avec une qualité de message et de transmission de message qui est émotionnellement plus forte et qui pourrait générer quelque chose de beaucoup plus positif à l'égard de la marque que simplement avoir transmis un message. Comment est-ce que le message a été appréhendé, quelles ont été les émotions générées par ces messages. Donc ça c'est un enjeu. Alors après on ne va pas aller évidemment, contre les usages. La digitalisation des médias est évidente. Donc, ce qui est sous-jacent à ce que je soulève, c'est comment aujourd'hui s'adresser à nos consommateurs de façon efficace, pertinente, sur ces nouveaux médias et continuer de véhiculer ce que l'on a fait pendant des années à travers des campagnes beaucoup plus classiques sur les médias traditionnels. On avait assez peu de doutes qu'on véhiculait une image très forte lorsqu'on était en double d'ouverture du Vogue. C'est plus délicat et moins évident de se dire que je véhicule le même type d'engouement et de désirabilité potentielle et d'émotion donc à l'égard d'une marque lorsque je suis sur une story Instagram ou une publicité dans un flux Facebook. C'est des questions qu'on se pose. Alors après, encore une fois qu'on a quelques réponses à ces questions-là, comment est-ce qu'on adapte le message à ces nouveaux médias ? Oui, non, c'est très intéressant. Oui. C'est du coup comment vraiment pouvoir qualifier et quantifier finalement l'émotion et pouvoir comprendre le consommateur finalement sur tous les niveaux, c'est-à-dire pouvoir comparer finalement l'impact de chaque type de communication en fait, et pouvoir les comparer et pouvoir adapter en tout cas, cibler vraiment le type de communication par rapport à l'émotion et du coup pour avoir un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus important sur l'image de la marque, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. D'accord. Sachant qu'on se préoccupe probablement plus, alors ce ne sera peut-être pas le discours de tout le monde au sein du groupe, mais de l'image qui sera véhiculée à travers nos prises de parole, que l'impact direct en matière de vente, quoi. L'objectif, c'est pas de vendre un produit demain, mais c'est de créer de la désirabilité sur le long terme.
intéressant. Alors, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi en fonction des responsabilités au sein des maisons. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais le directeur du e-commerce, on est là pour faire du chiffre. Oui. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est votre vision et les enjeux, en tout cas, de votre métier également. Et justement, par rapport à tout ça, quelles sont les limites là, actuelles que vous rencontrez Sincèrement, c'est les réponses à ces questions. Ouais. Ça. Alors, on peut, à travers des approches classiques qui fonctionnent toujours, encore une fois, avec un angle d'étude, obtenir un certain nombre de réponses lorsqu'on s'adresse à des consommateurs. Il y a des études de type interview one-to-one, focus group. Lorsqu'on met autour de la table des consommateurs de nos catégories, il y a quand même une dynamique qui se crée, des échanges. Et on arrive quand même à voir qu'est-ce qui génère de l'engouement pour une marque, qu'est-ce qui crée de l'émotion justement quand on demande à un consommateur qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je parle de telle marque et est-ce que vous avez une publicité qui vous vient à l'esprit. C'est parfois intéressant de voir qu'il y a des médias qui ancrent plus des messages, et notamment associés à des émotions fortes, que d'autres, sans en dire plus pour le moment. Mais donc on a des éléments de réponse. Après c'est de l'ordre du quali, donc dans l'univers des études, à un moment donné, c'est bien de pouvoir mettre des chiffres, même si ça nourrit déjà beaucoup. Bien sûr. Parce qu'on est aussi dans un univers où comment dire, les décisions elles sont aussi prises par expérience, par feeling. Voilà, avec tout le respect que je dois à d'autres univers, on est beaucoup plus rationnel. Nous, quand on fait des études, c'est vraiment des outils d'aide à la décision et non pas pour orienter complètement nos décisions. Il y a des personnes ici ensuite qui prennent le recul et qui prennent des décisions parfois potentiellement à l'encontre de certaines choses qui auraient été mises en avant dans des études. Donc moi en tant que directeur d'études, en revanche, j'aimerais pouvoir apporter plus de rationnel derrière certaines choses qu'on arrive plus ou moins à capter via des approches moins statistiquement démontrées, quoi. Oui, je comprends. Voilà. Et vous avez des éléments de réponse pour le moment, quand vous disiez tout à l'heure, on va demander à telle personne et on remarque sur peut-être tel ou tel produit ou telle et telle maison, qu'en tout cas ça provoque plus d'émotions que d'autres. Lorsqu'on s'adresse à des consommateurs, vous voulez dire ? Oui, voilà, des consommateurs. Oui, on a des réponses sur le fait que certains médias, si je reste dans la com, si je reste sur l'univers de la communication, certains médias ancrent fortement une marque à une perception de prestige grâce au fait qu'elle ait été mise en avant, par exemple sur de l'affichage, des grands panneaux publicitaires très bien localisés, comme il y en a beaucoup à Paris. Ou dans d'autres capitales, ça joue un rôle extrêmement important dans la perception de grandeur, de luxe, de prestige de la marque. Et ce sont des choses que l'on peut entendre comme ça de façon spontanée à l'égard de ce type de médias. Mais pour le coup qui sont assez difficiles à appréhender scientifiquement, où clairement on aura des résultats avec une échelle d'émotion, une échelle de, je veux dire n'importe quoi, de désirabilité générée après exposition à une campagne, où on va pouvoir comparer ce méga billboard dans une capitale versus une créa, que ce soit à la télévision, que ce soit sur un réseau social, ou que ce soit sur un magazine. C'est de créer ces échelles, ça serait idéal. Et on n'en est pas là, mais c'est ce vers quoi personnellement j'aimerais pouvoir tendre. Vous travaillez avec un data lab, Data lab ? Non, excusez-moi, un data lab. Est-ce que vous avez, cette data là, comment vous l'appréhendez ? Pas pour le moment. Je veux dire, c'est vraiment, vous avez un besoin précis pour l'analyse imaginons cette publicité là. Vous allez après recueillir les éléments
les données que vous allez collecter par rapport à ça. Mais de toute façon, ça reste totalement anonymisé. Et après, c'est juste pour les besoins de ça. Vous faites rien, vous exploitez pas après ces données-là Non, déjà, c'est assez rarement des données. Parce que comme je vous le dis, ça va être le fruit d'échanges en one-to-one, entretien avec un répondant sur un sujet beaucoup plus vaste que purement un sujet de com ou dans un focus group, mais c'est pas, on peut pas intégrer ça dans un set de data à partir duquel on va faire du data mining et ensuite en tirer les enseignements. Quoi. Non mais je comprends, mais est-ce que vous travaillez par exemple avec en collaboration avec les services par exemple plutôt commerciaux ou de certaines marques où vous allez peut-être croiser, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, dans ma tête ça l'est, mais vous allez croiser justement certains résultats de recherche que vous allez avoir, et vous allez pouvoir croiser ça, en tout cas pouvoir enrichir la connaissance sur telle ou telle marque ou produit, travailler sincèrement, non. Enfin, je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais déjà, la réponse est non. Sur ce je suis pas en contact avec les maisons sur la partie plus retail par exemple, c'est pas le cas. Encore une fois, comme je disais, on est très très en amont et on n'est pas forcément, même assez rarement, sur une logique de comprendre l'impact de nos créas sur nos clients actuels. Ça va être de toute façon sur des consommateurs potentiels de la catégorie. Des groupes. Voilà. Donc après, on n'a pas. C'est rare d'ailleurs qu'on ait des enseignements, si je parle de com encore une fois, à la marque. On va avoir des enseignements sur le média ou sur la créa qui est relative à une seule marque. Mais ce type d'enseignement, en tout cas tel que je le vois aujourd'hui, ne va pas nourrir forcément la maison dans une quelconque stratégie commerciale qu'il pourrait avoir. Sincèrement. Enfin, je réfléchis en même temps que... Oui, bien sûr. Mais non, ça, on ne l'exploite pas. D'accord. Ok. Et ok. Et est-ce que vous avez des... vous avez un laboratoire de recherche, non, c'est ça, vous travaillez, qui travaille sur des sujets d'innovation, dans ce type de sujet, ça vous arrive quand même de collaborer ou... Complètement, bien sûr. Voilà, là, quand on parle notamment de neurosciences, c'est en interne, on a les moyens. Alors soit on est sur de la créa, on travaille, je vous le disais, avec l'INSEAD. Donc ça on utilise le protocole auquel on a adhéré et ça fonctionne très bien. On a piloté il y a quelques mois et on va continuer d'investiguer une autre approche basée sur les neurosciences, justement de compréhension du média de façon intrinsèque sur le parcours consommateur. Et donc quelque part de faire fi de la créa qui est présentée sur le média pour comprendre spécifiquement le rôle du média. Ce que j'entends par là, et la façon dont on a procédé, c'est toujours via une approche neurosciences type capteur. Alors cette fois, c'est pas l'approche dite EEG, mais SST. SST, ok. Steady State Topography. D'accord. Je suis pas neuroscientifique moi-même, mais en tout cas, c'est la technique utilisée. Où on va pouvoir cette fois capter, encore une fois, des zones du cerveau spécifiques qui vont être activées en fonction des stimulus présentés. Et là, on va pouvoir déceler la désirabilité, en tout cas s'il y a un éveil de la désirabilité, les émotions, où là on va pouvoir distinguer les émotions positives et négatives, et la mémorisation. Donc là, pour le coup, dans le cadre de vos études, si vous arrivez à les approcher, il y a un institut qui s'appelle NeuroInsight. Pardon, je parlais en anglais juste avant, alors du coup j'ai des mots en anglais. Ils sont d'ailleurs basés à Londres, sur l'Europe. C'est un institut australien qui a donc mis en place cette approche SST dont je vous parle et qui a priori sont uniques dans l'exploitation de ce type d'approche-là.
Le EEG dont je vous parlais tout à l'heure, Nielsen l'exploite, mais c'est pas les seuls. Il y a plein d'instituts aujourd'hui qui font de la mesure via encéphalogramme. Là, c'est pas dans l'encéphalogramme la façon dont ils exploitent l'information. C'est le fameux SST. Encore une fois, je vous laisse découvrir, soit en allant sur leur site dans un premier temps, soit en les rencontrant. Et donc, j'y arrive. On a réalisé un pilote dont je ne vais pas pouvoir partager les résultats, bien évidemment, mais dont l'objectif est de comprendre dans quelle mesure l'utilisation d'un magazine, d'un mobile, d'une télévision, en tant que telle, et peu importe le stimulus qui est présenté, va impacter la désirabilité, l'émotion ou la mémorisation. D'accord. Et pour ce faire, pour être très précis, on a testé des stimulus quasi identiques à travers les différents médias. D'accord. Pour justement neutraliser la créa. Ok. Et donc, on observe la réaction du cerveau par média en pouvant neutraliser ce que je vous dis, donc la créa en elle-même. Et sans pouvoir en dire plus, parce que c'est encore très tôt dans l'exploitation, pour le coup ça reste assez confidentiel, on obtient des résultats assez forts d'enseignement qui rejoignent un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir la compréhension du rôle d'un média par rapport à un autre sur la capacité de façon naturelle à générer des émotions ou à générer de la désirabilité. D'accord. Et sans m'en dire trop, des pistes de réponse par rapport à ça, sans citer forcément. Non, mais justement, sans citer, parce que là, si je vous dis tout, on voit des écarts. Ouais, vous voyez, d'accord. Vous voyez des écarts, mais ça, du coup, vous arrivez à avoir une vraie connaissance et compréhension de pourquoi tel ou tel écart. Alors, pourquoi on émet des hypothèses. Ouais, ok. Si on a la réponse pourquoi, j'avoue que c'est un plus, mais on a déjà l'essentiel des informations dont on dispose avec le résultat en lui-même. Après, on peut faire des hypothèses de savoir pourquoi tel média va être en capacité de générer plus de mémorabilité, de mémorisation, je ne sais pas quel dire, qu'un autre. C'est bien de le savoir, mais dans l'absolu, c'est surtout intéressant de savoir qu'un média, par nature, générera plus de mémorisation qu'un autre. Voilà. Donc, voilà, en toute transparence avec vous, les pourquoi, on ne les a pas forcément. Encore une fois, on peut lancer plein d'hypothèses. Certaines sont très, très probables. Mais voilà. Alors après, ce qui est intéressant, en revanche, parce que ça ne remplace pas le média planning, on ne va pas basculer tous nos investissements sur un média, c'est peut-être qui performe très bien, mais c'est un moyen pour nous d'identifier à un moment donné dans la réflexion autour d'un plan média, des médias que l'on va privilégier en fonction des objectifs de campagne. Par exemple, si on veut créer plutôt de la notoriété, si on veut créer plutôt du trigger, c'est-à-dire bas de funnel, on sait qu'on pourra plutôt exploiter tel média ou tel autre, que l'on croisera ensuite bien évidemment avec des données extrêmement rationnelles et qualifiées, la pénétration des médias en fonction de l'audience et ainsi de suite. Donc on ne révolutionne pas le média planning, mais on le nourrit. C'est ça, vous l'enrichissez en fait. Et du coup, ça vous permet d'avoir un spectre plus large en tout cas pour une prise de décision. Et voilà. Et ça, vous l'avez déjà... donc le SST, donc vous disiez c'est récent, mais vous avez déjà pu tester quand même après, c'est-à-dire avoir des éléments de réponse et du coup voir vraiment avec une vraie campagne. Non, pas encore. Pas encore. Voilà, c'est que déjà c'est trop récent pour ça. C'est trop récent. On voit des choses qui sont en train d'être mises à disposition quasiment où on en parle, même si on a déjà vu des premiers résultats. Et l'autre élément à prendre en compte, c'est que on n'aura pas vraiment de moyens de valider dans l'absolu, dans quelle mesure les suggestions provenant de ce type d'approche en matière d'évolution de plan média aura un rôle positif. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on mesure, encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas tant les ventes incrémentales générées par notre campagne, mais c'est la pertinence du message, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut mesurer que dans le temps. On va regarder les résultats le lendemain, on a fait notre campagne, voilà. Donc
ça nourrit la réflexion. Ouais. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup de pilotage basé sur l'expérience, sur l'expertise tout simplement de nos directeurs médias, de nos CMO même. Et ça permet juste de conforter, de nourrir, de réfléchir, plus qu'autre chose. Ouais. Le niveau de confiance par rapport à ça, en interne en tout cas, quand vous devez valider, venir présenter ça en disant voilà, en plus on a enrichi avec tel type d'études, les réactions généralement très positives. Voilà. Alors déjà, il y a beaucoup pas mal de ces résultats apportent des réponses à des intuitions que beaucoup ont. C'est ça. En général, ça réconforte. Et encore une fois, en plus, on n'impose rien. Donc après, chacun apprend des choses à sa façon. On est là, nous, pour nourrir. Mais globalement, typiquement sur ce projet-là, ça génère beaucoup d'intérêt. Et quelque part, encore une fois, ça réconforte. D'accord. Mais après, il faut être humble devant la chose. On n'a pas craqué un code exceptionnel. On n'a pas appuyé sur des boutons en se disant voilà, je vais faire exactement telle pression publicitaire sur tel média, telle pression publicitaire sur tel autre. C'est pas du tout ça. Mais l'une des questions auxquelles on essaie d'apporter des réponses, que vous avez soulevé tout à l'heure, qu'est-ce qui nous préoccupe, c'est de comprendre dans quelle mesure on arrive à générer de la désirabilité, des émotions fortes à l'égard de nos maisons. Et comme je vous le disais, le média en tant que tel, on est persuadé, là, pour le coup, ça on peut dire, c'est pas propos digital depuis la nuit des temps. Le média est un message en lui-même, le média qu'on utilise est un message en lui-même, et donc être en capacité d'appréhender le rôle du média encore une fois, sur le parcours consommateur, mais le parcours intellectuel aussi, est intéressant à étudier, sur lesquels un maximum de réponses pourra nous aider à piloter dans les années à venir. Bien sûr. Et là, sur les dernières années, qu'est-ce que vous avez pu du coup constater en termes d'impact justement en fonction des médias que vous pouvez utiliser pour tel type de campagne? Globalement, sincèrement, nos maisons savent ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas de bouleversement, presque ce qui aurait pu être le cas, et ça a été le cas en fait au sein d'autres maisons à l'extérieur du groupe, des changements stratégiques assez fondamentaux où on a décidé de couper certains médias au profit d'autres médias sous prétexte que c'était l'avenir et qu'il fallait cibler correctement nos consommateurs potentiels. Les choses ont été faites avec beaucoup de recul au sein de la plupart de nos maisons. Et donc, j'y suis absolument pour rien pour le coup, donc je suis spectateur de la chose. Et ça, c'est très réjouissant en fait. Parce que le savoir-faire, qui est propre à notre univers, quand on est dans l'univers de la mode, quand on est dans l'univers de la joaillerie, ça fait partie du champ lexical de nos univers. Il a aussi été exploité à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans les plans médias, ils sont toujours faits, certes, nourris par de la data, nourris par de la connaissance client, nourris par tout ce qui est disponible sur le marché, en exploitant toutes les parties data possibles. Mais in fine, il y a aussi une prise de décision humaine qui fait que on ne va pas forcément sur ce qui est évidemment a priori la chose à faire si au sein de la maison on a le sentiment qu'il faut faire les choses un petit peu différemment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Totalement, mais il y a beaucoup de maîtrise et de sang-froid dans la façon qu'ont eu nos maisons de communiquer, d'utiliser les médias. Oui, donc au final, l'émotion est aussi présente en interne dans la prise de décision par rapport à cette sensibilité. Et on se le rappelle tous mutuellement. On est amené à faire des conférences, des forums sur l'importance de la brand equity. Donc préserver la marque, préserver la désirabilité et faire venir des intervenants qui rappellent des choses
on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, on n'est pas que après le reach absolu, il faut aussi la qualité de ce reach-là. Donc le fait, alors là c'est notre rôle pour le coup de nourrir les maisons, permettre d'avancer sereinement et les résultats sont là. Les résultats sont là, le business va très bien, le groupe se porte très bien, et tant mieux. Oui, totalement. Une dernière question, en termes d'éthique, est-ce que vous avez vous êtes impacté justement par certaines... par l'éthique de manière... Quelle est votre éthique en fait par rapport... Sur la partie neuro, ça a été une vraie question. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé toutes nos études dans les marchés où il n'y avait aucun problème d'un point de vue éthique aux yeux du marché. C'est-à-dire que les études neuro, on peut le faire au UK, c'est complètement ouvert. En France, c'est un peu border. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément autorisées, donc on ne prend pas de risque. On va pas étudier ces marchés-là. Et après, alors là, pour le coup, d'un point de vue éthique, vous parlez de GDPR, on est extrêmement précautionneux de faire les choses en respectant les éthiques au-delà même des lois imposées. Je m'explique. Dans la problématique du social listening, par exemple, au niveau du groupe, en tout cas, je ne peux pas parler au nom de toutes les maisons, mais au niveau du groupe, et c'est les guidelines adressés aux maisons, on ne travaille qu'avec des prestataires qui exploitent une data éthiquement obtenue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vrais sujets dans le traitement de la donnée social, qui est que, notamment sur Instagram, l'accès à la donnée Instagram se fait via API. C'est Instagram qui met à disposition la donnée. Mais sa donnée est relativement limitée par rapport à ce qu'on peut obtenir via d'autres techniques de scrapping. Pour faire simple, si on utilise un petit peu le jargon. On se refuse de faire du scrapping pour être compliant en fait avec Facebook et faire en sorte qu'on respecte par l'intermédiaire de nos agences, de nos prestataires, les conditions générales d'utilisation de Facebook. Donc là, pour le coup, on préférera perdre de l'insight potentiel, en tout cas ne pas obtenir un certain nombre d'insights pour rester éthiquement pas transparent. Complètement. Okay. Et c'est un sujet, mais parfois ça peut être un peu frustrant, mais pas tant que ça quand on réfléchit, quand on sait fondamentalement qu'on va dans le bon sens. Certains de nos petits camarades à l'extérieur du groupe, des concurrents notamment, on voit, il y a des prestataires qui viennent nous voir, on nous dit mon travail avec un tel, de dire, il n'y a plus que vous les gars, mais on ne le fera pas si éthiquement ça ne correspond pas à nos guidelines en fait. Donc après on essaye d'utiliser de créativité pour exploiter la data existante et on ne s'en sort pas trop mal pour l'instant. D'accord, super intéressant. Toute dernière question, après j'arrête. Vous parlez justement de cette vision de l'international. Vous travaillez, quand vous analysez des campagnes, c'est des campagnes internationales ou vous êtes plutôt sur... oui, c'est des campagnes. Alors, la plupart de nos campagnes, de toute façon, sont globales. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il n'y a pas forcément de... Dans la plupart des marchés. C'est pas systématique, on n'est pas... Puis la lettre, tout à fait. Il y a des updates de créa pour certains marchés, mais globalement, les grosses campagnes, elles sont internationales. Et donc après, on pourra tester tel pays, tel autre. Voilà, d'accord. Donc vous, des clients, vous voulez à chaque fois, vous faites en sorte que ça soit, en tout cas, international. Enfin, les clients, pardon, les clients, mais les testeurs, ceux sur qui vous allez... Les répondants, merci. Les répondants, Alors après, c'est par marché. On n'a jamais une lecture globale où on va interroger un français, un italien, un espagnol, un chinois. Mais on va étudier le marché US, on va étudier le marché chinois, et pas tous, d'ailleurs. On ne fait pas des études dans tous les sens. Mais voilà, on identifie parfois des marchés clés, donc on va étudier ce sujet dans tel et tel marché, parce que c'est les deux premiers marchés par exemple, c'est parce que là on a des doutes, il se passe des choses qu'on a besoin de maîtriser, donc c'est comme ça qu'on procède. Par contre oui, c'est systématique, notre rôle il est global ici, on est amené à travailler avec toutes les maisons et toutes les filiales des maisons, quel que soit le marché. Et vous remarquez quand même un lien entre cette notion donc justement d'émotion ressentie avec certains pays, c'est-à-dire que voilà, vous savez que dans tel ou tel pays, généralement ils ont tendance à ressentir tel type d'émotion,
J'ai pas de réponse. Pas de façon scientifique, on va dire. Oui, voilà, c'est des intuitions et des choses que vous pouvez constater. Ouais. D'accord. Ouais. Et qui peuvent en tout cas influencer votre décision après. Oui, okay. complètement. Ok, d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. De toute façon, moi, je reviens vers vous avec. Comment dire je vais résumer tout ce qu'on s'est dit et je vous dirai ce qui m'intéresse ou non, en tout cas, d'utiliser. Vous aurez accès à ma thèse. N'hésitez pas si après il y a des sujets en particulier et que vous posez des questions, peut-être que j'ai pu en tout cas avoir une connaissance sur on peut partager ça ensemble. Et si vous avez justement pour Nielsen, vous pensez qu'il serait possible d'avoir un contact pour que... Alors Nielsen, si vous souhaitez, NeuroInsight, ça peut être intéressant aussi. Et oui, je vous les communique, vous les contactez, vous dites que vous m'avez rencontré. D'accord, super, merci beaucoup. Bien sûr, très bien. Et du coup, ce qui serait possible aussi de rencontrer quelqu'un plutôt du retail, où je vois ça directement avec peut-être Gauthier, je sais pas. Oui, Gauthier, il aura un carnet d'adresse beaucoup plus grand que le mien. D'accord. Parce que vu sa fonction, il est en contact avec toutes les personnes du retail. Donc sincèrement, ça sera plus simple. Ok, super, d'accord. Ok, bon, très bien. Oui, mais on verra. Vous le dites, de toute façon, vous m'enverrez. Oui, je ne communiquerai rien sans votre accord. Voilà. Très sincèrement, je peux dire. Extrêmement précautionnel. Ouais, non, mais j'imagine. Et si vous voulez je peux vous envoyer aussi une clause de confidentialité. Je veux bien, en fait. Ok, pas de souci. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Là-dessus, je vous mets très à l'aise. Très bien. Voilà. Non, mais j'ai beaucoup aimé échanger avec vous. Merci. Moi, c'est très intéressant. Quelle utilité, j'en suis ravi. Ah oui, je vous confirme. Ouais. Non, je vous confirme. Okay. Comparer les regards aussi. Différents univers, c'est intéressant également. Ouais. C'est pour ça que je serais très heureux de lire votre thèse pour appréhender ça, justement. On a un regard qui est le nôtre, qui est très spécifique. Enfin, en plus, je ne peux pas parler forcément au nom du groupe, je parle au nom déjà. Bon, ça fait 10 ans que je suis là, donc quand même pas mal de choses que j'ai su appréhender. Mais de distinguer les groupes, de distinguer les industries, les secteurs d'activité, ça va être intéressant. Ouais, totalement. Très bien. Ok, super. Bon. De toute façon, je reviens vers vous avec la clause de confidentialité. Merci. Plus les verbatims. C'est des verbatims en fait que je vais utiliser à certains moments pour enrichir telle ou telle partie. Très bien. Voilà, l'entretien ne sera pas retranscrit comme tel dans ma thèse. C'est vraiment des verbatims qui peuvent soutenir ce que je vais étayer en fait. Très bien. Ok, super. Merci. Non, merci à vous.